Ce Raw ressemblait presque à un Raw après WrestleMania. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de Raw du 17 juin 2024. Et le show rouge qui s'ouvre avec le retour de Seth freaking Rollins qu'on n'avait plus vu depuis WrestleMania. Rollins nous souhaite la bienvenue à Monday Night Rollins. Rollins se présente à la foule qui est bien contente de le revoir. Rollins dit qu'il a fait beaucoup de choses, mais il est arrivé dans ce business pour être le meilleur et non être l'un des meilleurs. Il ne peut pas faire ça sans retrouver le titre qu'il a créé, le World Heavyweight Championship. Avec Money in the Bank qui est dans quelques semaines, il doit nous rappeler qu'il sait très bien comment monter une échelle. Il connaît aussi bien le contrat dans la mallette, c'est la façon la plus rapide pour lui d'atteindre le titre. Le champion du monde poids lourd Damien Priest vient sur le ring. Priest dit qu'il voulait vraiment être le premier à lui souhaiter la bienvenue. C'est bien de le revoir. En plus, il semble être en bonne santé. Priest dit qu'il voulait lui parler face à face. Il voulait encaisser sa mallette sur Rollins. Il voulait être champion mondial en battant Rollins. Ce n'est pas arrivé, mais il doit lui préciser que ce n'est plus Monday Night Rollins, mais c'est le show où on se lève tous pour le champion lui-même. Rollins dit que lui et Priest ressemblent. Tous les deux se sont fait un nom dans des groupes. Priest dans le Judgment Day et lui dans le Shield. Les deux ont attendu longtemps pour encaisser leur mallette, mais ils ont laissé leur marque puisque c'était sur la plus grande scène. Les deux ont remporté leur premier titre de champion du monde à WrestleMania. La différence est qu'il a une paire de coronets. Il veut être le meilleur de tous les temps et il doit se tenir debout pour ça. Alors il a une question, quel genre de champion Damien Priest veut être? Est-ce que Priest veut être le meilleur de l'histoire ou bien une note en bas de page du Judgment Day? Priest dit qu'il comprend la question, mais lorsque Rollins a eu le titre, il était le premier challenger et Rollins l'a battu car il était meilleur. Depuis, les temps ont changé. Oui, samedi, il a presque perdu sa jambe. Les gens s'attendaient même à le voir abandonner son titre ce soir. Priest dit que Rollins n'a pas besoin de s'inquiéter pour Money in the Bank, il pourrait directement l'affronter pour le titre à Money in the Bank. Rollins dit que ce n'est pas sérieux, quelqu'un va sûrement venir l'attaquer. Priest dit qu'il a juste besoin de répondre oui ou non. Est-ce qu'il veut une chance pour son titre mondial à Money in the Bank? Rollins dit que c'est si simple, il accepte le challenge. Tant qu'il sera ici, ce show sera toujours Monday Night Rollins. Quelle surprise de revoir directement pour débuter Raw Seth freaking Rollins. On ne l'avait plus vu depuis WrestleMania et on n'avait pas réellement d'informations concernant son retour et son temps d'absence. Le voir directement quelques semaines, quelques mois après Mania, c'est une très bonne nouvelle et surtout on le met directement dans la title picture. Et une nouvelle fois, il y a un vrai suspense. Évidemment, on parlera de Money in the Bank en temps et en heure, mais mettre directement Seth Rollins dans la title picture face à un Damien Priest et à quelques semaines de SummerSlam où on sait que Gunther sera le challenger du champion, peu importe qui sera le champion, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à imaginer, mais la seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'est une très bonne nouvelle. Peu importe ce qu'ils font avec Rollins, avoir Rollins dans ton roster, avoir Rollins à Raw, c'est une excellente nouvelle pour Raw. Chad Gable fait face à Braun Strowman. Gable voulait une nouvelle chance pour le titre intercontinental, c'est ce qu'il a dit à Adam Pearce, mais Pearce lui a dit qu'après cette défaite, eh bien il retournait derrière tout le monde. Il était plus du tout un challenger crédible et du coup, Gable a demandé un adversaire ce soir et c'est Braun Strowman. Et il n'y a pas match, il n'y a vraiment pas match, c'est un combat de 3 minutes et Chad Gable va se faire dominer, détruire par Braun Strowman et ça va se jouer même à l'extérieur du ring où Strowman va profiter d'une intervention de Akira Tozawa, va balancer sur Chad Gable, va la ramener sur le ring, contrer Gable avec un power slam, 1, 2, 3, victoire de Strowman très facile. Et l'après-match ressemble à ce qu'on a vu sur les dernières semaines avec un Gable qui veut s'en prendre à Akira Tozawa. Maxxine Dupri se met devant, Gable va lui balancer sa béquille, Maxxine Dupri va quitter le ring et Gable va mettre une énorme claque à Akira Tozawa, ce qui ne va pas plaire à Otis qui va cette fois-ci pousser Chad Gable. Énorme pop à ce moment-là et puis Otis va s'en aller tout simplement et ça s'arrête là-dessus. Je vais pas me répéter, hein. C'est des segments qui se ressemblent semaine après semaine donc j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus. Pour le moment ça n'a pas encore implosé, mais ça va pas tarder, on imagine. Match de qualification pour le Money in the Bank féminin. Io Sky fait face à Zelina Vega et Kiana James. Un match qui va durer 5-6 minutes et c'était vraiment très sympa comme combat avec, il faut le dire, l'une des meilleures performances de Zelina Vega depuis toujours ou presque. Non, vraiment, Vega est excellente dans ce match et l'alchimie avec Io Sky fonctionne très bien et ça c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans des matchs 1 contre 1 mais Vega Io Sky ça fonctionne vraiment bien sur le ring. Et ça va vraiment être le cas dans ce match, c'est très plaisant. Celle qui est un peu plus hors trait, c'est quand même Kiana James qui n'a finalement quoi
qu'une prise, qu'une attaque. Je dirais cette powerbomb et ensuite elle ne fait pas grand chose d'autre. C'est bien dommage parce que c'est dans ce type de combat là qu'il faudrait la faire briller, qu'il faudrait la mettre en avant pour que le public comprenne qui elle est réellement. Donc c'est un poil dommage selon moi, mais c'est quand même un très bon match. Zelina Vega prend l'avantage, mais Liv Morgan, la championne, va venir et elle a la veste de Dominic Mysterio. Dominic Mysterio qui cherchait sa veste en backstage. Eh bien on sait qui a la veste. Vega va être distraite et sur le ring, Io Sky va profiter de tout ça et va remporter ce combat. Il se qualifie pour le Money in the Bank. Plutôt logique, plutôt sensé de voir Io Sky dans ce match. Alors je ne la vois pas comme gagnante pour le moment. On verra qui sera dans le match. Mais avoir une Io Sky dans un match où on peut voltiger, où on peut faire des folies, c'est plutôt une bonne chose. Sami Zayn est sur le ring. Zayn dit qu'il est fier d'être ici ce soir, toujours comme notre champion intercontinental. Il ne va pas mentir, Gable n'a pas rendu la tâche facile à Clash at the Castle. Ce n'est jamais facile face à Gable. Toute cette histoire a commencé car il a battu Gable dans un match de catch. Après des mois et des attaques personnelles et autres, c'est terminé car il l'a battu dans un match de catch. En ce qui le concerne, il passe à autre chose. Mais il n'oublie pas Alpha Academy car il comprend bien ce gars. Il a déjà été comme eux. Dans la Bloodline, il a réalisé que tout le monde doit pouvoir faire ce qu'il veut quand il est prêt. Il a quitté la Bloodline quand il était prêt. Jey Uso a également quitté la faction quand il était prêt. Il espère que Alpha Academy va aussi quitter Chad Gable lorsqu'ils seront prêts. Maintenant, il est prêt à défendre son titre contre n'importe qui. Bron Breakker arrive sur le ring. Breakker dit qu'il n'a rien à déclarer. Zayn sait pourquoi il est ici et Zayn sait ce qu'il est capable de faire. Il a laissé beaucoup de corps sur le ring et Zayn est le prochain sur la liste car il va prendre son titre intercontinental. Zayn lève son titre devant Breakker et demande si c'est ce qu'il veut. Sheamus arrive sur le ring. Sheamus dit que tout le monde sait qu'il chasse ce titre depuis 5 ans après avoir fait banger après banger. Alors si Zayn donne des matchs, Zayn devrait le prendre en considération. Il a du respect pour Zayn, mais lorsque l'opportunité arrivera, il fera tout pour prendre le titre. Breakker demande si Sheamus vient vraiment ici sans le prendre en considération. Breakker dit que l'histoire triste de Sheamus n'intéresse personne. Sheamus est sur le chemin, il va lui botter les fesses à lui aussi. Sheamus dit que Breakker est arrogant et ne mérite pas la ceinture. C'est un enfant, il peut retourner faire la queue avant qu'il ne s'occupe de lui. Zayn dit que Sheamus et Breakker semblent avoir un différend, alors il va aller parler à Adam Pearce pour organiser ce match ce soir. Quelle bonne idée. Quelle bonne nouvelle de mettre Breakker face à Sheamus, déjà sur le papier et puis surtout dans cette course vers le titre intercontinental. C'est une très bonne idée. Face à un babyface tel que Sami Zayn, ça ne peut être qu'une bonne chose. Alors bien sûr, là tu mets Sheamus aussi et un Sheamus Bron Breakker, c'est aussi une très bonne chose et on en parlera plus tard dans la vidéo évidemment. Mais c'est une bonne chose parce que ça permet à Breakker de parler un peu au micro. Et Breakker est très talentueux aussi au micro. Il va le prouver dans cette promo qui est très courte. Mais il est vraiment excellent. Non, franchement, c'est une très bonne chose. Et ça laisse présager de très grandes choses pour Breakker. Carlito fait face à Dragon Lee. Carlito est accompagné du Judgment Day, Dragon Lee de la LWO, un combat de 4 minutes. C'était pas mal et ça m'embête parce que, on le sait, la meilleure façon de booker, de mettre en avant Dragon Lee, c'est de le faire catcher, c'est de lui mettre des combats de 5-10 minutes. Et c'est ce qu'ils avaient fait à ses débuts du côté de Raw ou de SmackDown. Eh bien, il combattait et le public était à fond derrière lui. Il y avait une vraie pop et une vraie hype pour Dragon Lee. Et depuis, plus rien. Et je trouve ça un peu dommage. Là, bon, il n'y a pas grand chose à faire face à Carlito, mais c'est assez correct. Mais tout va se jouer à l'extérieur du ring avec Liv Morgan qui va venir, qui va une nouvelle fois être plutôt proche de Dominic Mysterio, mais Zelina Vega va s'en prendre à Liv Morgan et il va y avoir un bordel à l'extérieur du ring. Est-ce qu'on peut imaginer Zelina Vega prochaine challengeuse de Morgan? C'est possible pour Money in the Bank, vu l'histoire LWO, Dominic Mysterio, le rapprochement Liv Morgan-Dominic, c'est une possibilité. Ce qui est sûr, c'est que ça va être un bordel à l'extérieur du ring et le Judgment Day va pouvoir intervenir et attaquer Dragon Lee dans le dos de l'arbitre et Carlito va en profiter pour gagner ce combat. Voilà, ça va durer encore des semaines et des semaines, voire des mois cette histoire et le rapprochement entre Liv Morgan et Dominic Mysterio est loin d'être terminé. Drew McIntyre est sur le ring et prend un micro. McIntyre reste sans mots pendant que la foule chante CM Punk. McIntyre dit qu'il ne peut plus faire ça. Cette compagnie peut aller se faire voir, il s'en va, il part. McIntyre quitte alors le ring. En backstage, on va voir Triple H essayer d'arrêter Drew McIntyre, mais McIntyre refuse de l'entendre. On attendait vraiment beaucoup la promo de McIntyre et voir ce qu'il allait dire concernant CM Punk. Et là, je trouve que c'est fort parce qu'évidemment, il y a du dégoût, il y a de l'énervement, mais surtout de la tristesse de la part de McIntyre, vu ce qu'il s'est passé à Clash at the Castle chez lui. Et je trouve ça fort. Le I quit, je trouve ça très fort. On va nous faire tout un angle, tout un segment, toute une histoire autour
autour de McIntyre qui n'en peut plus, qui veut partir, qui va s'en aller. Et je pense que CM Punk va lui dire de rester, va lui offrir un match ou quelque chose comme ça. Bref, on verra bien dans les prochaines semaines. Mais c'est un segment qui n'a pas beaucoup de mots, mais qui est intense et qui est assez excellent. Katana Chance et Kayden Carter font face à Dakota Kai et Kairi Sane dans un combat de quoi 2 minutes. J'ai rien à dire sur le combat techniquement, il n'y a pas grand chose à dire sur un combat si court. Mais pour le coup, Damage Control pense prendre le dessus, mais Lyra Valkyria va venir et elle va totalement distraire le Damage Control. Et du coup, sur le ring, Katana Chance et Kayden Carter vont réussir à reprendre le dessus et à remporter ce combat. Ok, d'accord, et une nouvelle fois en backstage, on a une Io Sky qui va péter les plombs, qui va dire à Damage Control, il faut qu'il y ait du changement à Damage Control, sinon je vais en faire. Je sais pas trop où ça va aller cette histoire, j'ai pas envie de m'avancer parce qu'on connaît les teasings version Triple H et des fois ça ne mène à rien, donc j'ai pas envie de m'avancer là-dessus, mais quelque chose va se passer, en tout cas j'imagine. Sheamus fait face à Bron Breakker dans un combat de 8 minutes et c'était tout simplement excellent, c'était exactement le type de combat qu'on attendait, un combat intense, un combat violent, un combat physique, c'est vraiment un match que j'aime beaucoup. Alors il faut le dire directement, il y a un vrai botch de la part de Bron Breakker et clairement on voit son manque d'expérience sur ce genre de botch. Déjà c'est très rare de voir Breakker botcher, vraiment même du côté de NXT, c'est pas quelqu'un qui botche beaucoup, vraiment pas du tout et c'est assez fort parce qu'il a une telle intensité, une telle rapidité que tu peux vite glisser, tu peux vite te louper, mais ça n'arrive que très rarement, voire jamais. Et là c'est vrai qu'il s'est loupé sur le Frankensteiner du haut de la 3e corde, et bien il s'est loupé et là on voit son manque d'expérience parce qu'il veut directement enchaîner comme si de rien n'était, sauf qu'on a bien vu que c'était loupé, que la prise était manquée et Sheamus a bien compris cette histoire et s'en prend directement à Breakker, l'air de dire non tu aurais dû vendre un peu plus cette prise manquée et je m'en aurais pris à toi, ça aurait fait sens. Et là on voit clairement le petit manque d'expérience de Breakker, mais ça va venir, ne vous en faites pas. Mais ouais, c'était vraiment très bien, je pense au moment où Breakker va s'élancer à l'extérieur du ring sur Sheamus, les deux vont passer à travers la table des commentateurs, c'est vraiment une excellente prise et ça montre les capacités physiques de Breakker, mais le match ne va pas aller plus loin parce que Sheamus va se faire attaquer par Ludwig Kaiser, donc disqualification. Kaiser pense prendre le dessus sur Sheamus et Breakker va mettre un énorme spear à Sheamus. Breakker va faire mine de s'en aller et Kaiser va faire une course pour s'en prendre à Sheamus. Mais on va avoir cette vue de haut qui est excellente parce qu'on voit de l'autre côté du ring un Bron Breakker qui fait sa course, qui prend son élan et qui porte un énorme spear à Ludwig Kaiser. Il le coupe en deux, c'est dévastateur. La sécurité essaye d'intervenir mais c'est pas suffisant. Breakker va même pousser Sami Zayn dans le lot. C'est un bordel pas possible, c'est chaotique, mais on aime ça. Encore une fois, une très belle impression de la part de Breakker. Le public va même chanter des holy shit à ce moment-là. Et oui, parce que c'est assez impressionnant tout ce qu'il est capable de faire. Ce genre de spear à 2000 à l'heure, c'est impressionnant. Ouais, franchement, rien à dire, c'était un top match. Et un vrai bon segment après. Et dans le main event, Jey Uso fait face à Finn Balor et Rey Mysterio. Le gagnant se qualifie pour le Money in the Bank. On a un combat de 8-9 minutes et c'était vraiment excellent. Belle alchimie entre les trois. Et surtout, ce qui est dingue, c'est que le meilleur catcheur des trois, celui qui fait la meilleure prestation, c'est celui qui a à peu près 145 ans d'expérience, c'est Rey Mysterio. Il est incroyable encore une fois dans ce match, c'est totalement dingue d'être aussi fort à son âge, on le répète quasiment chaque semaine, mais là le voir dans un match à 3 où c'est pas forcément lui la star du match, clairement c'est Jey Uso, c'est lui le favori, c'est lui qui est même l'un des favoris au Money in the Bank, mais celui qu'on retient c'est Rey, celui qu'on met en avant c'est Rey, il est incroyable, il est exceptionnel et je profite de chaque seconde de Rey Mysterio dans un ring parce que c'est toujours aussi exceptionnel. Franchement c'est un régal ce match, on va bien sûr avoir des interventions du Judgment Day de Dominic Mysterio, Rey va être écarté du ring pendant un moment mais Braun Strowman va venir et c'est plutôt très drôle parce que dès que Braun Strowman va venir, le Judgment Day va simplement s'en aller, ils vont voir Braun Strowman courir, ils vont quitter l'arène et ça se comprend. Et sur le ring, c'est plutôt cool le finish parce qu'on va avoir un Finn Balor qui va réussir à porter son coup de grâce sur Rey Mysterio. Mais de l'autre côté du ring, on a Jey Uso qui porte son splash sur Balor. 1, 2, 3, victoire de Jey Uso qui se qualifie pour le Money in the Bank masculin. Comme je l'ai dit, c'était l'un des favoris et c'est le favori pour le Money in the Bank selon moi. Maintenant, je pense qu'il y aura un match de seconde chance. Je pense à Arwax, je pense à toi, mais Finn Balor aura peut-être une chance de se qualifier pour le Money in the Bank dans un combat seconde chance. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Et on se dit qu'on va se terminer là-dessus. Eh bien non, parce que la lumière va s'éteindre. On va avoir une certaine musique qui va être mise en place et ça ressemble au thème de Bray Wyatt, à son tout dernier thème. Et on voit une porte s'ouvrir sur la scène.
la porte s'ouvre, une femme rampe au sol et s'approche de la lanterne. On comprend rapidement que c'est Nikki Cross. On va ensuite aller en coulisses. On va voir des tas de catcheurs étendus sur le sol, voire même des membres de la production. On va même voir Chad Gable avec du sang. Je crois même qu'on voit Gunther. Et on va voir chaque personnage. On va voir une espèce d'oiseau. On reconnaît un peu Eric Rowan. On reconnaît du Joe Gacy. On reconnaît du Dexter Lumis qui ont des masques assez impressionnants, assez exceptionnels. Pour arriver enfin sur Oncle Howdy. Et là c'est terrifiant, j'ai eu des frissons et je dois être honnête avec vous, j'ai pleuré pendant cette scène, j'ai pleuré pendant ce plan parce que c'est un plan séquence déjà, on va simplement bouger en backstage, bouger la caméra mais il n'y a pas de coupure, il n'y a aucun cut et j'ai pleuré parce que pendant tout le segment je me suis dit Bray Wyatt serait fier, Bray Wyatt serait heureux, Bray Wyatt serait content de ce qu'il se passe, Bray Wyatt serait tellement fier et heureux de voir son frère diriger ce clan-là de cette manière-là en tout cas. Pour une première impression, on verra par la suite bien sûr, mais je parle juste de la première impression et j'avoue que j'ai beaucoup pleuré. C'est venu naturellement, c'est vraiment sorti tout seul, mais j'ai pensé à plusieurs choses, à Bray, à ce segment-là qui respectait parfaitement l'univers de Bray et toutes ses gimmicks. Et j'ai trouvé ça dingue. Oncle Howdy va se retrouver sur la scène ensuite avec tous les membres de ce clan. Il va prendre la lanterne et va déclarer « Ils sont ici » et va éteindre la lanterne pour terminer le show. C'était grandiose, c'était l'un des plus grands débuts de tous les temps et j'abuse pas en disant cela parce qu'en termes de mise en scène, c'est assez fantastique. Je m'en suis pas encore remis pour être honnête avec vous et je pense que je me referai ce segment encore et encore avec peut-être des larmes encore et encore. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et votre émotion à travers ce segment parce que moi c'était vraiment très très fort. Bilan de ce Raw, je dois être honnête, je suis encore sous l'émotion, je vais aller sur un 9, 9,5 vu la fin de ce show et surtout il faut pas oublier tout ce qui s'est passé auparavant. On a eu quand même le retour de Seth Rollins qui va directement challenger Damien Priest. Je pense à ce qui s'est passé avec Bron Breakker, c'était vraiment génial. Le main event était vraiment cool et puis l'arrivée de Oncle Howdy et de son clan. Franchement, c'était un Raw assez exceptionnel qui ressemblait fortement à un Raw après WrestleMania. C'est ça qui est dingue. Et une nouvelle fois, j'ai du mal à me remettre de mes émotions, mais quel moment on a vécu. J'en ai pas parlé, mais on a eu une nouvelle fois tout un segment en backstage entre Liv Morgan et Dominic Mysterio. Liv qui a demandé à Dominic de lui retirer la veste. Voilà, je vais pas vous en dire plus, mais on joue encore là-dessus. Moi, ça ne me fait pas rire ou ça ne me plaît pas. Voilà, tout simplement, je le répète. On a des matchs de qualification qui ont été annoncés pour la semaine prochaine. Et d'ailleurs, Gable fait partie de l'un de ces matchs. Ce qui est bizarre, c'est que Gable s'est fait détruire et est en sang en backstage. Je sais pas comment ils vont vendre son match la semaine prochaine. On verra bien. Et d'ailleurs, on a vu Alpha Academy en backstage quitter réellement Chad Gable. On verra bien ce que ça donne. Mais bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut, de vous abonner. On se retrouve nous dès demain pour mon récap de NXT. Salut, salut.